Dans sa vision de hisser le Bénin au rang des nations prospères et d'assurer un développement durable, le gouvernement de la République du Bénin met l'accent sur certains secteurs clés, au nombre desquels celui des infrastructures et du social. Tous les départements sont impactés depuis 2016 à l'avènement du régime de la rupture. Les départements de Lomé et du Plateau ne sont pas du reste. Ils ont reçu leur lot d'infrastructures et d'actions ayant agi positivement sur le pouvoir d'achat, les activités génératrices de revenus, le quotidien des femmes, des jeunes et même des personnes vivant avec un handicap. Qui mieux pour en parler si ce n'est le porte-voix des populations de cette région de notre pays? Justement, nous en avons un sur ce plateau. Il a nom Bertin Lokossou. Il est le premier adjoint de la commune de Dangbo. Il est également membre du bureau politique du parti Bloc républicain. Avec lui, nous allons passer en revue toutes ces actions qui ont impacté positivement Lomé et le Plateau, ces deux départements. D'où il nous vient. Docteur Bertin Lokossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur cette émission spéciale consacrée aux impacts du PAG en matière d'infrastructure et de social dans les départements de Lomé et du Plateau. J'anime cette émission avec Eric Guédeno. Eric, bonjour. Bonjour Franck Arnaud. Docteur Bertin Lokossou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour faire le bilan, bien entendu, des actions du gouvernement dans le secteur des infrastructures et du social. Mais avant, on va faire un petit bilan, puisque vous êtes aussi premier adjoint au maire de la commune de Dangbo. Comment on vit cette réforme de la décentralisation à la mairie de Dangbo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour souhaiter les vœux les meilleurs au président de la République et à tout son gouvernement. Et puisque je suis là et je représente la population de Lomé et du Plateau, mais je suis membre d'un parti politique, je voudrais aussi adresser mes vœux les meilleurs au président Abdoulaye Biotchane, à tous les vice-présidents du parti, aux membres du bureau exécutif national et également aux membres du bureau politique, sans oublier les militants à la base. Alors, je vous remercie parce que, en fait, le débat en question aujourd'hui, et pour répondre à la question que vous avez posée, c'est comment nous vivons les réformes dans le secteur de la décentralisation à Dangbo. Je peux déjà vous confirmer ici que, en tout cas, tout se passe bien au niveau de la commune de Dangbo. Est-ce que c'est pas trop exagéré? Nous avons des échos que dans d'autres communes, la cohabitation entre maire et puis secrétaire exécutif, c'est très tendu. Est-ce qu'à Dangbo, c'est le cas aussi? Vous avez des échos d'autres communes. Pour le cas spécifique de la commune de Dangbo, je vous réaffirme que tout se passe très bien. La cohabitation entre le secrétaire exécutif et le conseil communal, même le conseil de supervision qui vraiment est, comment dit-on, à la gestion quotidienne de la commune, tout se passe très bien, ça je peux vous le réaffirmer. Quel est le plus-value que cette réforme a apporté à la commune? Oui, vous savez, cette réforme, c'est vrai, bon, quand on voit de façon directe comme ça, on a l'impression quand même que c'est une réforme qui est venue en quelque sorte saccager les communes. Mais nous, à la pratique, vous savez, bon, en fait, moi, je suis à ma deuxième expérience, à ma deuxième mandature, j'ai fait la troisième mandature, j'ai été réélu pour la quatrième mandature. Donc, je peux effectivement parler de ce qui s'était passé et de ce qui se passe aujourd'hui. Cette réforme, je pense quand même que ça vient en quelque sorte désengorger en quelque sorte la gestion de la commune. Et vous savez, le maire, entre-temps, était non seulement l'autorité administrative et politique de la commune, mais aujourd'hui, grâce à cette réforme, le SE prend une part considérable de la gestion du maire, de telle sorte que le maire ne s'occupe réellement que du politique, mais il y a également une corrélation entre le maire et le secrétaire exécutif, et d'ailleurs même les cadres qui accompagnent aussi le secrétaire exécutif, de telle sorte qu'il a en quelque sorte une fluidité dans la gouvernance au niveau de nos communes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez noté une augmentation
de vos ressources en matière de mobilisation des ressources financières partir de cette réforme. Très bien, oui. Pour l'expérience que nous avons faite, moi je peux vous affirmer, vous confirmer ici sur ce plateau que, vous savez, les SE ont été envoyés dans nos communes en avril 2022. Et effectivement, nous n'avons pas pu, en fait, on ne peut pas, comment dit-on, d'avril à fin de décembre 2022, on a constaté qu'il y a effectivement une croissance de nos ressources financières. Mais cela a été confirmé surtout en 2023 où nous avons constaté vraiment un boom dans la mobilisation de nos ressources financières au niveau de la commune de Dangbo. Écoutez, nous allons, après cette mise en condition, nous allons aborder ce sujet qui nous réunit sur cette émission. Nous allons parler de ces infrastructures et des actions sociales qui sont posées dans votre département. Au plan socio-économique, dites-nous quel positionnement occupe aujourd'hui l'OME Plateau en termes de potentialité, en termes de ressources, en termes d'intérêt. Si des gens doivent venir, par exemple, investir dans l'OME Plateau, sur quoi vous pouvez les convaincre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois vous dire que, en fait, de 2016 à aujourd'hui, nous, ressortissants de l'OME et du Plateau, nous pouvons affirmer que nous vivons un autre type de gouvernance. Avant 2016, c'était quoi? Oui, bon, avant 2016, vous savez, moi je vis à Porto-Nouveau, en fait, dans la commune de Dangbo. Le Plateau existait avant 2016. Bien sûr, mais vous voyez qu'aujourd'hui, si vous faites aussi un tour, je sais que vous êtes fréquent. Non, vous êtes fréquent dans l'OME, vous avez constaté quand même que l'OME, en fait, Porto-Nouveau qui était la capitale, qui est toujours même la capitale administrative du pays, vous avez vu que c'est c'est ce gouvernement maintenant qui est véritablement a impacté Porto-Nouveau au point où on peut être fier désormais de dire que Porto-Nouveau est réellement la capitale administrative du pays. Je n'en veux pour preuve, quand vous venez aujourd'hui dans l'OME et le Plateau, il y a quand même des infrastructures qui sont qui ont pris corps et qui sont en train de se réaliser encore, qui témoignent que ce gouvernement veut effectivement embellir et donner encore à Porto-Nouveau, sinon au département de l'OME et du Plateau, son statut effectivement de capitale. Donc c'est quand même une destination que les gens peuvent exploiter en termes de potentialité. Bien sûr, bien sûr. Avec les actions menées par le gouvernement. Bien sûr, ça je l'affirme. Alors pour vous, est-ce que cette action, ou ces actions qui sont menées aujourd'hui à l'endroit de Porto-Nouveau, qui est considérée comme la première ville dans le département de l'OME du Plateau, qu'est-ce que ça apporte à la ville? Oui, ce que ça apporte à la ville, vous voyez, à Porto-Nouveau aujourd'hui, Porto-Nouveau, effectivement, devient une cité attractive. Elle était... Vous avez le sentiment que c'était abandonné par le passé? Je dis, elle était de nom. Ville capitale. Elle était de nom. Elle était capitale administrative de nom. Mais nous avons vu qu'à travers le président Patrice Talon et son gouvernement, ce qui se fait aujourd'hui dans la ville de Porto-Nouveau témoigne réellement que vraiment le président Patrice Talon veut faire de Porto-Nouveau, veut confirmer que Porto-Nouveau est réellement la capitale administrative. Je vais donner quand même quelques exemples pour confirmer ce que je suis en train de dire. D'abord, quand vous venez aujourd'hui à Porto-Nouveau, vous voyez par exemple la route qui est en train d'être construite, la route Semepodi-Porto-Nouveau. Vous voyez ce qui est en train de se faire là, c'est vrai que ce n'est pas encore terminé. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une fluidité. Vous parlez de la porte d'entrée là. Mais voilà, il y a une fluidité dans la circulation aujourd'hui à Porto-Nouveau. En fait, pour aller à Porto-Nouveau, si effectivement ces infrastructures, cette route finissait à être construite, vous allez voir que aller à Porto-Nouveau avec des embouteillages à ne point en finir que nous connaissions, ce sera du passé pour nous. Vous voyez, pour aller à Porto-Nouveau, la zone de Gamviroko, vous dépassez juste le carrefour pour aller, au carrefour d'Iregbe. C'est une zone où il y avait régulièrement des accidents de route. Moi, je suis
médecin. Je suis médecin en service à l'hôpital de Porto-Novo. J'ai fait par le passé le service des urgences avant de me spécialiser aujourd'hui en otorhinolaryngologie. On recevait au service des urgences régulièrement des accidentés et des accidents graves qui finissent souvent par des morts. Mais que cette route en vienne maintenant à être construite en 2 voies, vous voyez, ça limite même. C'est un soulagement. Oui, ça soulage. Et il est dit également dans ce projet qu'il y aura également un second pont. Vous voyez l'ancien pont. Quand vous continuez, vous venez sur l'ancien pont, ça constitue également une zone d'embouteillage. Et ça, c'est du manque à gagner pour la population. Le temps, c'est de l'argent, dit-on. Donc, qu'il y ait maintenant un second pont, ça va permettre effectivement cette fluidité. Vous rentrez maintenant dans la ville de Porto-Novo. Vous avez vu qu'il y a également des routes qui ont été construites. Quand je continue du pont vers Wando, regardez cette route qui est construite avec en fait un éclairage digne de ce nom. Quand vous circulez sur cette route la nuit, vous avez la fierté d'être béninois. C'est ça. Vous voyez que en réalité ce que vous voyez là est comparable à ce que nous voyons dans les pays développés comme la France, la Belgique, où on a du plaisir à circuler la nuit. Donc au-delà de ça, regardez aussi ce qui est en train d'être construit comme le siège du Parlement. Ça, c'est une fierté. C'est une fierté. Moi, je suis allé visiter pour voir. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore fini. Je suis allé visiter pour voir le chantier. Le chantier. Sincèrement, quand on va finir, ce sera vraiment du waouh. Ça vous donne envie d'être député, certainement. Bon, en tout cas, ça ne m'appartient pas de l'affirmer ici. Dans le programme d'action du gouvernement, il y a certainement des actions qui ont été prévues pour impacter les populations de Lomé et du plateau. Oui. À votre avis, quels sont les facteurs qui ont été déterminants dans la prise en compte de ces 2 départements dans l'élaboration du PAG? Non, vous voyez, c'est en fait la politique du gouvernement, c'est une politique globale et ce n'est pas une politique, je dirais, zonale. Mais nous, au niveau du département de Lomé et du plateau, nous avons senti à travers les projets qui sont en train d'être orientés vers ces départements que nous sommes pris en compte, nous sommes des Béninois et la politique générale que développe le gouvernement prend en compte également notre zone et c'est à cela que nous ne pouvons que remercier le président de la République et son gouvernement pour ce qui est fait. Vous avez donné des exemples en matière d'infrastructures, on a parlé d'infrastructures routières, des bâtiments, vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Est-ce que cela est déjà suffisant pour le département de Lomé-Plateau? Non, ce n'est pas suffisant, mais il y a encore beaucoup d'autres choses. Je n'avais pas fini. Il reste encore beaucoup d'autres choses qui est... Au regard de ce que ce département a comme potentialité, surtout touristique. Oui, bien sûr. Et en cela, vous voyez au niveau de la commune de Porto-Novo, je sais quand même qu'il y a des projets qui sont portés non seulement par le conseil communal, mais qui reçoivent également l'appui du gouvernement, surtout dans le domaine touristique. Il y a beaucoup de choses. Notre frère, le maire Charlemagne et Nyankoti et son conseil communal ont d'énormes projets pour impacter effectivement au plan touristique la ville de Porto-Novo. Et ces projets-là, pour vous dire la vérité, le conseil communal à lui seul n'a pas la capacité de les réaliser. Ils ont besoin non seulement des investisseurs extérieurs, ils ont besoin de l'appui du gouvernement et le gouvernement de notre pays accompagne réellement ces projets. Ça, je peux vous le confirmer parce que en fait, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Si ces choses-là sont réalisées aujourd'hui, oui. C'est à croire que par le passé, on ne considérait pas du tout ce département, en tout cas, on n'y voit pas l'intérêt d'y mettre des ressources. Oui, monsieur le journaliste, vous êtes béninois comme moi, c'est vrai, vous êtes jeune comme moi, mais vous pouvez faire votre point vous-même. Ça, on peut confirmer que avant, c'est vrai, on dit que Porto-Novo, c'est la capitale, mais en réalité, les gouvernements qui se sont succédés ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais nous pouvons conclure quand même qu'ils n'ont pas fait assez, qu'ils n'ont pas fait autant que le gouvernement qui est en place actuellement. Et c'est à cela que nous félicitons le gouvernement qui est en place. Récemment, nous avons vu au niveau du ministère du Commerce l'inauguration des marchés modernes. Est-ce que dans le département de Lomé du Plateau, est-ce qu'on en a bénéficié? Bien sûr. Il y a eu l'inauguration du marché à Wambo la dernière fois. Et Wando est presque, en tout cas, en cours de construction. Il va être livré également dans les jours qui suivent. D'accord? Dans le département du Plateau aussi, il y a certainement aussi des marchés qui sont en construction. Et vous voyez ça, et quand vous rentrez dans ces marchés, non, en tout cas,
le président de la République, vous concevez avec moi qu'il aime du beau. Qu'il aime du beau, et ça c'est une fierté. Vous rentrez dans ces marchés aujourd'hui, l'insalubrité qu'il n'avait pas le passé. Vous n'avez pas cette insalubrité dans ces marchés-là. Or, cette insalubrité-là aussi, écoutez, contribuait en quelque sorte au bas niveau sociologique de notre population. Et donc, ce qui a été fait, le plan architectural qui a été mis en œuvre, tout ça là, bon, en fait, les gens disent que le social, ce n'est pas du gouvernement, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui que nous devons comprendre que le corollaire, effectivement, c'est le social. En tout cas, on y reviendra parce que dans la deuxième partie de cette émission, on parlera surtout du secteur social. Est-ce que ces femmes qui occupent aujourd'hui ces marchés, elles vous donnent vraiment le sentiment d'être heureuses, d'être épanouies avec le business? Je ne sais pas si vous avez constaté, le président de la République a fait un tour dans le marché à Ouangbo la dernière fois. Vous avez vu la déferlante populaire qu'il avait accompagnée, les acclamations qu'il recevait. Cela témoigne quand même que ces femmes sont fières de ces projets, ces femmes sont fières de ces magasins qui ont été construits dans ces marchés et ils en remercient vivement le président de la République et son gouvernement. Oui. Dites-nous, est-ce que l'intérêt que comporte aujourd'hui au département de Lomé du Plateau, cet intérêt est dû, par exemple, à sa position par rapport au Nigeria? Oui, vous voyez, le département de Lomé du Plateau, vous voyez, c'est un département qui, effectivement, fait frontière avec beaucoup de villages. Quand je prends Adjara, vous avez des villages qui sont, comment dit-on, avec la frontière. Vous allez dans le département du Plateau, il y a Bobet, tout ça. Le Nigeria, aujourd'hui, est un pays avec lequel nous faisons en fait nos transactions, les échanges économiques. Et donc, vu le positionnement des départements de Lomé et du Plateau aujourd'hui, je crois que le gouvernement a compris qu'il a intérêt effectivement à accompagner les investissements dans ce département pour favoriser, pour faciliter ces échanges qui revêtent également d'un intérêt capital pour nous dans le pays. On note un rapprochement de l'administration de certaines localités reculées à travers la construction de pôles administratifs, bien entendu, et un meilleur déploiement du personnel de l'État. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle façon, n'est-ce pas, de faire les choses dans ce département? Cette nouvelle façon de faire les choses, c'est, comme je le disais tantôt, voilà encore un élément que nous devons mettre également sous la coupole du social. Vous voyez, aujourd'hui maintenant, nos enfants vont à l'école. Il faut quand même qu'ils aient les enseignants qu'il faut pour que ces enfants-là soient encadrés. Nous avons des centres de santé. Et le problème de santé est récurrent dans le pays. Et donc, quand nos femmes, quand nos parents, quand nos enfants vont dans les hôpitaux, il faut qu'ils aient le matériel pour se faire soigner. Il faut qu'ils aient la disponibilité du personnel également pour les soigner normalement comme cela se doit. Et donc, nous, aujourd'hui, au niveau du département de Lomé et du Plateau, c'est vrai que ce n'est pas encore définitif, mais nous avons le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui a été fait et qui nous permet effectivement de jouir de ces choses-là. On va faire du cas par cas. On a parlé d'infrastructures routières. Où en est ce département en termes d'infrastructures scolaires pour les élèves, pour les écoliers? Oui. Pour les infrastructures scolaires, normalement, d'abord, vous savez, ça, c'est de la compétence de nos communes. C'est de la compétence de nos communes de construire les écoles pour nos enfants, de doter ces écoles-là de mobilier. Mais nous le faisons dans nos communes à travers également l'appui du gouvernement. Par le passé avec le fonds FADEC, vous savez, avec le fonds FADEC que nous recevions dans nos communes, ce fonds-là participe effectivement à l'investissement dans nos communes. Et je sais que beaucoup de ce fonds-là sont envoyés par les ministères dont vous parlez tout à l'heure, les ministères des enseignements primaire et maternelle, et pour les communes surtout à statut ordinaire, eux ils s'occupent de l'enseignement maternel et primaire. Ce sont surtout les communes à statut particulier qui peuvent étendre leurs actions dans les collèges. Vous voyez, donc à travers ce fonds
et également l'accroissement de la mobilisation de nos ressources aujourd'hui dans nos communes, oui, il y a beaucoup plus de facilité à rendre disponibles ces infrastructures pour nos enfants. Et en matière d'infrastructures sanitaires? En matière d'infrastructures sanitaires aussi, je vous confirme ici. C'est votre secteur. Bien sûr, c'est mon secteur. Je vous confirme aussi, c'est pratiquement la même chose. La commune investit, mais le ministère de la Santé aussi, à travers le fonds FADEC, ministère de la Santé, envoie aujourd'hui, comment dit-on, des fonds dans nos communes pour que les investissements dans le domaine de la santé puissent se faire. Mais il y a également une nuance dans ce secteur que je peux apporter, puisque c'est de mon secteur qu'il s'agit. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé, il est dit que, bon, en fait, la manière dont on construisait, par exemple, les centres de santé, les dispensaires dans nos communes, on ne peut pas continuer de le faire. Et donc, il y a également... Oui, parce que, bon, je peux vous avouer, non seulement, en fait, les bâtiments qu'on construisait ne respectaient pas les normes, d'accord, et en effet, il y a également aujourd'hui une nouvelle carte sanitaire de notre pays. Et donc, les constructions, les investissements dans le domaine de la santé devraient normalement respecter notre carte sanitaire et le besoin de la population. Et donc, ce travail qui a été fait tient compte du fait que, bon, quels sont les besoins de nos populations. Et alors, le travail qui est fait aujourd'hui, c'est qu'à travers le ministère de la Santé, il y a même une agence qui est mise en place, et cette agence-là travaille avec les communes. Si vous devez en quelque sorte faire une construction dans le domaine de la santé aujourd'hui, il faut passer à l'AISEM, et l'AISEM, c'est l'AISEM qui vous donne l'autorisation. Mais le ministère de la Santé, comme je le disais aussi, si ces principes sont requis et tout est fait, alors le ministère de la Santé envoie aussi des fonds pour que nous puissions mettre en œuvre ces infrastructures. Alors, les pistes qui desservent certaines communes du plateau, même de Lomé, de 2016 à aujourd'hui, quel est, disons, le taux de réalisation d'infrastructures pour changer un peu les problèmes pour réduire les problèmes de mobilité des populations vivant dans ces zones? Merci beaucoup. Vous allez constater que pratiquement tous les grands axes qui desservent les départements de Lomé et du plateau, tous ces axes-là sont pris en compte. Je n'en veux pour preuve que j'avais cité tout à l'heure, entre Sémékodi et Porto-Nouveau, vous voyez la voie qui est en train de se faire là. Entre Porto-Nouveau et le plateau aussi, vous voyez à travers la route Agata vers même Ifania, la frontière, c'est une route qui est en projet aujourd'hui. Quand vous prenez également la route Porto-Nouveau, Misrete, Sakete, Boubet, vous voyez ce qui se fait sur cette route-là. Quand vous venez dans en fait la vallée, vous voyez ce qui est en train de se faire aussi à travers la RN4 sur la route Misrete, Dangbo, Adjon, Bonou, Pédépo. Vous voyez que cette route-là, qu'on nous avait construite par le passé, mais il a fallu combien? Quelques mois seulement pour que cette route soit entièrement dégradée. Mais allez voir ce qui se fait aujourd'hui sur cette route-là. Vous allez voir que la qualité de la route qui est construite aujourd'hui dans nos pays, sincèrement, mérite véritablement d'acclamer ce gouvernement-là, parce que ces investissements seront durables. Ce ne sera pas ce qui a été fait par le qualité. Mais bien sûr, vous-même vous le constatez, vous pouvez le confirmer avec nous. Je ne suis pas technicien. Alors, on insiste sur cette piste parce que au niveau de ces deux départements, nous avons des communes agricoles. Il faut bien, comment on dit, faire en sorte que les produits soient évacués par des pistes. Est-ce que on fait attention à ce que régulièrement ces pistes soient entretenues pour permettre aux producteurs de faire écouler leurs produits? Voilà. Je peux vous dire, moi je suis de la vallée, je suis de la commune de Dangbo qui est la porte d'entrée de la vallée de l'Ouémé. Et vous savez, l'activité principale chez nous dans la vallée, c'est l'agriculture. Effectivement, je voudrais confirmer ce que vous avez dit, qu'il y a effectivement ces pistes rurales qui méritent beaucoup plus d'attention. Nous, pour notre part, par exemple, je sais que nous avons fait un point que nous avons adressé au ministère des Infrastructures et du cadre de vie. De la même façon, je suis certain que les autres communes aussi ont fait la même démarche. La seule chose que nous avons à dire, c'est que régulièrement, effectivement, nous, en fait, avec les possibilités que nous avons avec nous, nous faisons l'entretien régulier de ces pistes rurales. Mais il y a de ces pistes-là
qui méritent vraiment l'accompagnement de l'État. Est-ce qu'il faut l'investissement? Bien sûr, cet investissement-là. Ça dépasse vos moyens. Oui, nous n'avons pas la possibilité dans nos communes de faire cet en période de saison investissement. Mais bien sûr, pluvieuse, je voudrais prendre un exemple pour confirmer ce que je suis en train de dire. Quand vous prenez par exemple la commune de Dambo, nous avons par exemple une voie qui vous permet, en fait, du département de l'Ouémé et du Plateau pour venir à Calavi. En 25 minutes, vous êtes à Calavi. C'est la voie Ouadon, d'accord, Ouadon, Rétin, Dequin, et puis vous êtes dans Souava. Sinon dans Zé. Vous voyez, donc en 25 minutes, vous avez le niveau de dégradation de cette route aujourd'hui, le conseil communal de Dambo ne pourra véritablement pas le faire. Et nous sommes en contact avec, comment dit-on, le ministère des Infrastructures et du cadre de vie pour nous accompagner. Donc il y a de ces genres de pistes pour lesquelles nous sollicitons effectivement l'appui du gouvernement qui n'a pas ignoré que nous devons bénéficier d'un tel appui pour faciliter effectivement, comment dit-on, la circulation des produits agricoles qui non seulement ne sont pas utilisables dans notre pays. Moi, j'étais en Belgique, c'était avec la fierté que j'ai constaté que la patate de Dequin, qui est un arrondissement de chez nous, était en Belgique. Donc, vous voyez, donc nous avons besoin effectivement... Mais ces problèmes entre communes, vous pouvez établir des partenariats de coopération, mutualiser les ressources et faire face aux charges. Bien sûr. Et c'est dans ce sens, par exemple, que chez nous, au niveau de la commune de Dambo, nous avons avancé suffisamment dans un projet d'intercommunalité et qui réunit les communes de la vallée de l'Ouémé, à savoir Agégué, et Dambo, Adjoum, Bonou et même Calavi. Donc, en fait, nous sommes dans un projet que nous sommes en train de finaliser pour que, effectivement, à travers cette intercommunalité, que les choses soient beaucoup plus faciles. Allez, Bertin Lokossou, nous allons voir tout cela en image, tout ce que vous dites avec des éléments qui ont été, disons, filmés sur le terrain, voir l'état des routes qui ont été construites et tout. Nous allons voir ça à travers cet élément que nous allons suivre avec la complicité de la régie. Le département de l'Ouémé connaît le démarrage des travaux du nouveau pont sur la lagune. Une suite logique au dédoublement de la route Sémé-Podi-Porto Novo 2x2 sur 10 km. Ce projet s'inscrit dans une vision globale d'amélioration des infrastructures routières nationales. La route, un facteur de compétitivité économique, bénéficie d'une plus grande attention de la part du gouvernement. Au-delà du projet asphaltage et de l'amélioration de l'accessibilité des populations à travers les pistes rurales, dans l'Ouémé Plateau, on peut citer le bitumage de la route à Cromicérité-Pobet et ses bretelles, le bitumage de la route Kétou-Savet, le bitumage de la route Pobet à Diaouéré-Ouenri, le démarrage des travaux de réhabilitation de la route Porto Novo-Igolo est déjà acté. Depuis que moi je suis à Porto Novo, je n'ai jamais vu ça là. Ça a étonné tout le Bénin. Parce qu'il y a des endroits où dans 10 ans, on ne pensait pas y en avoir. Maintenant, il y a des voies bitumées, bien goudronnées, bien tracées. C'est des étrangers qui qualifiaient notre président plus que nous les Béninois. En matière d'énergie, le Bénin dispose désormais de sa première grande centrale solaire photovoltaïque de 25 MW. C'est à Ilou-Lofi, dans la commune de Pobet, que l'énergie verte connaît son essor. Le projet d'Efisol, dont Ilou-Lofi est l'émanation, vise à contribuer à la croissance économique du Bénin à travers l'amélioration des performances des opérateurs électriques et la qualité du service électrique fourni. D'un coût global de 39,7 milliards de francs CFA, la centrale est dotée de technologies de dernière génération. Elle alimente déjà plus de 40 000 foyers. Une performance renforcée de façon imminente pour doubler sa capacité et fournir l'énergie à plus de 80 000 foyers. Defisol et Ilou-Lofi offrent également aux populations des kits agricoles, de l'éclairage public dans 3 localités voisines
du site de la centrale. Les extensions du réseau de distribution de l'énergie électrique sont une grande source de transformation socio-économique pour les populations. L'État est plus que jamais proche des populations et de leurs préoccupations à travers la mise à disposition des communes de ressources humaines qualifiées. La construction d'une cité administrative à Pobet inscrit cette réforme dans la durée. La route qui mène au développement passe également par l'attractivité des localités à travers le développement du tourisme et des activités sportives. La construction du musée international du Vaudou à Porto Novo, les travaux de réhabilitation des musées romains, Alexandre à Dandé et du couvent Soquet à Adjara sont en cours. Le lancement en juillet 2018 de la construction de 22 stades omnisports permet aux communes de Kétou et de Pobet de bénéficier chacune d'un stade flambant neuf. Eh bien voilà, docteur Bertin Lokosso, vous êtes fier de voir vos patates quelque part en Belgique, mais vous êtes davantage fier lorsque vous voyez ces images. Vous demandez si c'est vraiment le Bénin, c'est ça? Non, mais vous avez vu, ce n'est pas moi qui le dis, il y a un citoyen qui l'a dit tout à l'heure, qu'il est fier de voir ce qui se fait aujourd'hui dans le pays. Donc, toutes ces images que nous venons de voir témoignent que, effectivement, il y a de nouveaux jours désormais au Bénin. Et nous ne pouvons qu'être fiers de ça. Vous savez, quand vous voyagez un peu, aujourd'hui, vous avez la fierté d'être béninois. Ça, il faut le dire. Or, par le passé, on sait bien ce qui se disait du Bénin. D'accord. Mais aujourd'hui, on est fiers. Pendant que nous y sommes, si on fait le point de ces infrastructures construites, des actions qui sont déjà visibles, qu'est-ce qui reste à faire? Si le chef de l'État était face à son petit écran en ce moment précis où l'émission passe, il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre dont je ne suis pas peut-être informé? Vous êtes autorité à la base, vous en savez mieux que peut-être lui. Mais merci beaucoup. Vous savez, ce que je vais dire seulement, c'est que ce qui est fait, ce qui est déjà fait là, que cela soit renforcé. Et ce qui reste à faire et qui est programmé, qu'on puisse le faire. Ce que moi, je peux seulement ajouter, vu notre proximité, nous, au niveau des départements de Lomé et du Plateau, avec le géant du Nigeria, il faudrait quand même, comme on l'a dit, qu'il y ait beaucoup plus, comment dit-on, de projets touristiques, qu'il y ait beaucoup plus les voies qui sont construites là, que ces voies-là soient renforcées pour permettre, comment dit-on, qu'il y ait une facilité de la circulation dans le pays. Mais je voudrais surtout demander, puis surtout au niveau de la vallée de l'Ouémé, que ces voies agricoles-là, que les conseils communaux n'ont pas la capacité de réaliser, que le gouvernement puisse appuyer les conseils communaux pour que ces voies-là puissent être réalisées. Mais, monsieur le Premier agent Omer, nous avons toujours une vallée, l'une des plus riches, n'est-ce pas, de notre continent, que vous abritez dans ce département, mais qui n'est pas toujours exploitée. Non, ce n'est pas que la vallée n'est pas exploitée. Vous savez, ce qui est fait au niveau de la vallée est bien exploitée. Mais nous avons aujourd'hui des contraintes. Vous voyez, très souvent, ce qui se passe au niveau de la vallée aujourd'hui, moi, je suis fils d'un agriculteur et donc je comprends mieux effectivement ce qui se dit. Dans la vallée aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que nos parents, ils produisent. Ils produisent, mais ce qui se passe, c'est qu'avec les changements climatiques, c'est pendant la période où, en fait, les récoltes sont presque prêtes là, qu'il y a la pluie. Et toutes ces cultures sont inondées. Vous voyez, ça c'est un manque à gagner pour la population. Et donc, ce que je pourrais également dire aussi, c'est vrai à travers Payavo il avait eu effectivement ce projet-là qui permet effectivement de mettre encore en valeur la vallée de l'Ouémé. Et ce projet-là est terminé. Moi, ce que je pense, c'est que ce projet-là mérite effectivement d'être renouvelé pour le bonheur de nos populations. Et aussi, quand ils finissent de faire leur culture et que, bon, ils arrivent quand même à avoir le peu qu'il faut vendre, il a en quelque sorte une mévente. De telle sorte que
bon, en fait, ils ne bénéficient pas effectivement des, comment dit-on, du fruit de leurs efforts. C'est ça un peu le problème. Au regard de ce que la vallée dispose comme potentialité, on peut en faire, comment on dit, une gestion particulière ou spécifique. L'État peut décider de créer une agence, un peu comme on en a créé dans bien de secteurs pour la gestion d'un certain nombre de problèmes, et pour que la gestion de la vallée, n'est-ce pas, soit une priorité. Je sais qu'au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ils en font effectivement une priorité, mais la seule chose que nous pouvons demander, c'est vrai, comme vous l'avez dit tantôt, qu'il faut effectivement une attention beaucoup plus particulière à cette zone pour le bonheur de la population. Alors, quand on a fait tout ce que vous avez cité ici, on s'attend à ce que cela puisse produire des impacts socio-économiques au niveau de cette zone-là. Est-ce que les populations vivent cela? Oui, c'est bien de construire les routes, les écoles, voilà, mais est-ce que les populations vivent cela? Les populations vivent cela, parce que tout ce qui a été fait là, c'est pour la population. Quand on construit les écoles, c'est pour que les enfants aillent à l'école. Et quand il n'y a pas, par exemple, ces infrastructures scolaires là, les enfants iront à l'école, ils iront où? D'accord? Donc ça, c'est déjà le niveau social. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de la santé, la mise à disposition aujourd'hui, vous voyez ce qui est fait dans le domaine de la santé, il y a aujourd'hui des agents de santé communautaires qualifiés dans chaque arrondissement. Et le rôle que ces agents de santé qualifiés et communautaires qualifiés vont désormais jouer, c'est d'être au contact de la population. Ils ne sont pas seuls. Ils sont appuyés, les premiers soins. Bien sûr, ils sont appuyés des relais communautaires. Ça, ce n'était pas vu. Et ça, maintenant, ces relais communautaires ont en quelque sorte un certain nombre de ménages à leur charge. Et ils doivent circuler dans chaque maison pour voir est-ce qu'il y a des problèmes de santé que les gens se cachent peut-être dans leur maison. On n'attend pas que la population signale les problèmes de santé. Non, pas du tout. Ces agents de santé communautaire ont dans leur cahier de charge de circuler dans chaque ménage pour voir est-ce qu'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, ils remontent à l'agent de santé de santé communautaire qualifié qui, en fait, peut donner les conseils qu'il faut ou alors il donne l'orientation qu'il faut pour que, en fait, ce petit problème peut-être de santé qui devait concourir à la mort de celui-là, qu'il n'en soit pas ainsi. Ça, c'est également du social. Et autre chose, c'est que, vous voyez, au niveau du social aujourd'hui, moi, j'ai été un peu surpris de voir ce qui se fait dans le domaine de la microfinance. Je ne savais pas que, en réalité, c'est ce qui se fait. Vous savez, ce gouvernement, en fait, c'est un gouvernement qui fait beaucoup de choses, mais qui n'est pas dans les tapages médiatiques. C'est ça qui fait que, en réalité, on ne se rend pas compte que, en fait, ce gouvernement est en train de faire telle ou telle chose. C'est lors des tournées gouvernementales la dernière fois que moi j'ai découvert que, ah oui, la microfinance a pris corps dans le département de l'Ouémé. J'ai des chiffres ici que je peux partager avec vous. Quand je prends le département de l'Ouémé, par exemple, il y a déjà eu 2 phases. Au 31 décembre 2024, au 31 décembre 2024, vous savez, le nombre de microcrédits placés dans le département de l'Ouémé, il y a eu 129 805 microcrédits placés pour un montant de 7 232 494 985 francs pour le département de l'Ouémé. En ce qui concerne le département du Plateau, il y a eu 27 998 microcrédits placés pour un montant de 1 611 321 000. Vous voyez, si vous considérez ces chiffres-là, on n'a pas l'impression que, en fait, dans le domaine social, les gens bénéficient de ça. Et aujourd'hui aussi, les conditions d'accès à ces microcrédits-là, ce n'est pas ce qui se faisait par le passé. C'est amoindri. C'est vraiment amoindri. C'est vraiment amoindri, les tracasseries. On a allégé ces conditions. On a allégé. Et ce n'est pas ce qui se faisait où il faut passer par personne interposée pour avoir l'argent ou cet argent même, excusez-moi, détourné. Mais aujourd'hui, vous faites vos démarches qui sont même allégées et vous êtes chez vous, vous recevez le Momo sur votre téléphone. Allez, Bertin Lokosso, on va explorer un peu votre domaine de compétences. On ira dans le secteur de la santé pour se demander mais quelles sont ces grandes actions, ces grandes réformes que le gouvernement a pu effectuer dans le secteur de la santé et qui concernent évidemment les 2 départements, l'Ouémé et le Plateau.
Bon, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Par exemple, la mise à disposition des relais communautaires, le projet Combler les écarts. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, il y a également des recrutements qui ont été faits dans le domaine de la santé. Et quand vous rentrez également aussi dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est vrai que tout n'est pas encore rose, mais on voit quand même que le plateau technique a été amélioré. La gouvernance également de nos hôpitaux aujourd'hui. Vous savez que ce gouvernement qui est en place désormais met l'accent sur la qualité. Et il y a un certain nombre de jeunes médecins qui ont été envoyés en formation pour avoir, comment dit-on, une qualification désormais dans la gouvernance de nos hôpitaux. Ces jeunes médecins ont été désormais déployés dans nos hôpitaux et leur présence va effectivement impacter la gouvernance dans nos hôpitaux. On le sent déjà. On le sent déjà. Moi, je vous dis, je suis au centre hospitalier universitaire de Lomé, oui. Où, en fait, le collègue qui a désormais reçu cette formation est à la tête de notre hôpital aujourd'hui. On sent qu'il y a effectivement une différence dans la gouvernance également de nos hôpitaux. L'hôpital départemental... l'hôpital universitaire départemental de Lomé, vous savez, c'est cet hôpital-là qui reçoit en quelque sorte les cas graves de Lomé et du plateau. Et au niveau de cet hôpital-là aujourd'hui, il y a un projet qui a déjà commencé. Si vous connaissez l'ancien siège de la direction départementale de la santé, oui. Vous voyez, ce centre-là a été totalement rasé. Et le siège de la direction départementale de la santé est désormais transféré à l'ancien siège de la Criette. Et là, c'est toujours l'hôpital qui ira désormais là-bas. Et on a un projet, comment dit-on, une construction à niveau des services de l'hôpital. Et également au plan des infrastructures, déjà, au niveau de cet hôpital-là, il y a beaucoup de choses qui se font sur le budget propre de l'hôpital et le gouvernement, dans les jours qui vont suivre aussi, vous savez, cet hôpital-là, dans le service de la radiologie, nous aurons par exemple notre scanner. Vous savez, quand nous sommes à l'hôpital aujourd'hui et que nous avons besoin de scanner, on est obligé d'envoyer également les malades vers Cotonou. Je voudrais également insister sur, par exemple, la prise en charge des cas de cancer pédiatrique. Vous savez, à l'hôpital de Porto-Nouveau aujourd'hui, vous avez ce centre national de prise en charge des cas de cancer. Je vous invite à aller visiter ce centre-là. Qui reçoit des malades ? Bien sûr, bien sûr. Je profite de cette occasion pour remercier la Fondation Claudine Talon qui a mis à la disposition du Bénin, je dirais, et du département de Lomé, parce que ça permet quand même de mettre également le département de Lomé sur orbite aujourd'hui, ce majestueux bâtiment que vous avez dans l'enceinte de l'hôpital de Porto-Nouveau aujourd'hui et qui reçoit des cas de cancer pédiatrique de tout le pays, oui. Et même de l'extérieur. Alors, monsieur le maire, malgré tout ce que vous avez dit là avec les embellis que vous avez relevés dans certains secteurs, on entend dire que le gouvernement, on l'accuse de ne pas mettre le social au cœur de sa gouvernance. La rupture, le régime de la rupture n'est pas assez social. Vous entendez ces commentaires au même titre que nous ? Mais bien sûr, nous sommes citoyens comme vous, on entend. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, en réalité, c'est quoi ? Les gens doivent comprendre quand même que autre temps, autre mœurs. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Vous avez vu tout au long Ça, c'est le langage intellectuel. J'ai dit par exemple aujourd'hui, quand vous voyez les infrastructures dans le domaine scolaire, c'est du social qui ne dit pas son nom. Quand vous voyez les infrastructures au plan sanitaire, c'est du social qui ne dit pas son nom. Quand vous voyez les agents communautaires, les agents de santé communautaires, les relais communautaires, les agents de santé communautaires qualifiés qui sont aujourd'hui payés par le gouvernement, c'est également du social. Et quand les militants viennent vous voir, oui. Comme ils le faisaient par le passé, aujourd'hui vous leur dites les temps sont durs, vous les recevez plus comme vous les receviez. Il y avait une assistance. Non, vous savez, ça ne va jamais changer au Bénin. Ça ne va jamais changer au Bénin. C'est vrai que ce que vous êtes en train de dire, moi, je suis un élu et je sais, déjà les matins, d'abord même à votre domicile, les gens viennent se mettre en rang.
parce que effectivement ils ont besoin de telle ou de telle chose. Mais ça ne va pas changer. Mais nous devons amener quand même les gens à comprendre que en réalité, ce n'est pas parce que en fait ces problèmes-là persistent qu'il n'y a pas du social. Sinon, ce gouvernement-là, en fait, le social c'est quoi? Les gens pensent que le social seulement se résume au monétaire. C'est là où... ça que vous avez habitué nos concitoyens. Non, mais il faut changer cette pratique-là. Moi, j'encourage effectivement à ce que cette pratique-là soit changée, que nous n'insistions pas sur le monétaire. Vous risquez d'en payer le plus cher. Hein? Non, pourquoi payer le prix cher? Nous quand vos concitoyens viennent frapper à vos portes, vous les renvoyez? Non, je ne peux pas les renvoyer. Non, je ne peux pas les renvoyer. Parce que, bon, en fait, ça dépend du problème qui se pose. Les gens, ce n'est pas toujours du monétaire dont ils ont besoin. Ils ont besoin juste des orientations, tout ça là. Vous les recevez, vous les écoutez. Qui a besoin de l'argent? Si vous en avez, vous lui apportez ce que vous pouvez. Mais que vous puissiez l'éclairer, que vous puissiez l'orienter aussi, c'est déjà, comment dit-on, un apaisement du cœur pour celui qui vient vous solliciter. Mais ce qui vient aussi généralement de l'opinion sur la question sociale, c'est la question de la faim. Les gens estiment que le gouvernement ne fait pas assez pour permettre aux populations de survivre, n'est-ce pas, aux besoins de la vie. En fait, ça, quand on dit qu'il y a la faim, c'est vrai. C'est relatif. Disons-nous que c'est relatif. Il y a de ces couches de population qui, effectivement, manquent du minimum. D'accord? C'est à nous de les aider, de les orienter, de les conseiller de ce qu'il faut faire aussi pour avoir le minimum. D'accord? Et on ne peut pas croiser les bras pour dire que, bon, on a faim et puis on crie. Mais attendez, vous-même, dans vos foyers, les problèmes qui se posent, est-ce que vous arrivez, comment dit-on, à régler ces problèmes-là à 100%? Mais vous savez les stratégies que vous développez pour pouvoir les résoudre. Oui. Donc nous qui sommes de certains niveaux, nous avons le devoir de conseiller notre population. Mais de façon globale, est-ce que vous pensez que la politique sociale du gouvernement est inclusive? Est-ce que ça touche tous les Béninois sans exception, sans coloration politique et tout? Non. En fait, ce qui se fait, est-ce que je voudrais, comment dit-on, passer par la dernière considération que vous avez ressortie là, sans coloration politique. Je vous dis, en fait, ce qui se fait, il n'y a même pas une coloration politique. On dit, les conditions sont bien définies. Vous respectez les conditions, mais écoutez. Mais les projets dont votre département a bénéficié, par exemple, vous êtes sûr que c'est le cas également dans les autres départements du Bénin? Bon, en fait, nous en avons 12. Hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a une politique générale d'impacter chaque département. Moi, je n'ai pas encore vu, en fait, ce département-là qui a manqué, en fait, qui n'a rien du tout depuis 2016. Hein, je voudrais vraiment que vous puissiez m'apporter cette preuve-là. Allez, pour voir tout cela, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pour le cadre des infrastructures, nous allons encore nous concentrer pour suivre cet élément qui résume un peu les actions du gouvernement sur le plan social. Le programme d'action du gouvernement est le référentiel d'une transformation globale du Bénin avec un impact positif réel sur les populations. Les réformes d'ordre structurel et organisationnel menées en matière de protection sociale, de santé, d'eau, d'infrastructures ont impacté les 14 communes des départements de Lomé et du Plateau. En matière de protection sociale, le cap fixé par le gouvernement est ambitieux et met au cœur des initiatives le bien-être du Béninois. Les populations ont bénéficié de programmes tels que l'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, l'appui à l'intégration socio-économique des personnes vulnérables, l'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, SWED, ainsi que le renforcement du microcrédit mobile. Cette dernière action, qui vise à donner les moyens aux populations les plus vulnérables de mener des activités génératrices de revenus, a été accompagnée d'une composante éducation financière afin de permettre une gestion efficiente et efficace des microcrédits par les bénéficiaires. Un jour, des responsables du microcrédit à la FIA sont venus dans le marché.
Ils nous ont réunis pour nous expliquer cette opportunité. Nous avons été réunis par groupe de 3. À la suite d'un premier prêt de 50 000, nous avons procédé au remboursement dans un délai raisonnable. Cela nous a permis de bénéficier d'un nouveau prêt de 150 000, puis d'un autre de 300 000. Actuellement, nous bénéficions d'un microcrédit à l'AFIA d'un montant de 400 000. Nos activités progressent. La question du chômage des jeunes trouve également des réponses efficaces dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le projet Azoli, dont l'objectif est d'accroître l'inclusion économique et sociale des jeunes ayant un faible niveau de scolarisation, a connu de nombreux bénéficiaires dans les départements de Lomé et du Plateau. La poursuite de l'amélioration du bien-être social des populations, pilier 6 du programme d'action du gouvernement, passe également par l'accès à des soins de santé de qualité. De Zungué, dans la commune de Dangbo, à Onibolo, les nouvelles pages de l'éducation nationale s'écrivent. Le taux de couverture des écoles primaires publiques en cantine scolaire est au-delà de 80%, à l'instar d'1 300 000 écoliers béninois à qui l'État offre un repas chaud chaque jour. Les enfants des départements de l'Ouémé et du Plateau poursuivent leur scolarité avec plus de sérénité. J'étais écolier EPP Soutaga dans la commune de Dango, département de l'Ouémé. En ce qui concerne la cantine scolaire, ça nous a aidé beaucoup, surtout nous qui sommes des orphelins, ça nous a aidé beaucoup. Ainsi que les enfants qui ont leurs parents qui n'ont pas aisé, ça nous a aidé beaucoup parce qu'on mangeait au moins une fois par jour. Fournir de l'eau potable à tous les Béninois est un challenge pour le gouvernement qui a réalisé d'importantes infrastructures en vue de densifier le réseau. La construction de plusieurs systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages, les SAEP de Dabé et celui de Kokoumolou dans la commune d'Ifani, de Yoko et d'Aguidi dans la commune de Sakété, de Roligaba dans la commune d'Adjaouéré, répondent à une demande croissante des populations. L'approche du gouvernement en matière d'opérationnalisation de projets sociaux se fait à l'écoute des populations et l'œil rivé sur les indicateurs de résultats pour une plus grande efficacité. Un impact social réel dans le département de l'Ouémé Plateau. Malheureusement, la télé, c'est une question de temps, disons, de calibrage. Sinon, on aurait pu aller plus loin dans ce qui a été réalisé dans vos départements. Mais bien sûr, vous avez vu à travers cet élément qu'il y a encore une extension de ce que j'avais eu à dire ici. Si je prends par exemple les marchés dont il a été question dans l'élément, vous avez vu en fait comment ces marchés-là sont construits aujourd'hui. Les femmes de nos marchés, à travers la maquette même de ce projet, ces femmes-là sont protégées et donc des intempéries. D'ailleurs, bon, dans nos marchés par le passé, les marchés qui n'ont pas encore bénéficié de ça, vous allez constater quand même que effectivement les femmes sont, comment dit-on, livrées aux intempéries. Mais à travers ces projets-là, ces femmes, ces localités qui ont déjà bénéficié de ces marchés, elles en parlent même d'ailleurs. Et donc, vous voyez, même c'est ça ce que je disais. Nous parlons du social. Quand vous êtes, par exemple, livré aux intempéries, par exemple, vous savez quand même que ça peut vous générer des maladies. Et quand vous êtes malade, vous êtes obligé d'aller vous soigner. Les femmes qui sont dans ces marchés-là aujourd'hui maintenant sont protégées de ces intempéries-là. Elles seront moins malades parce que la salubrité, l'aération déjà même, vous voyez, de ces marchés, c'est un élément important. Vous voyez également les cantines scolaires. Ça m'a rappelé, comment dit-on, mon enfance, moi, au village. Je me rappelle quand nous, on était à l'école, j'ai fait l'école primaire publique de Hétin-Sota dans l'arrondissement de Kessounou. Cette école-là avait une cantine et on ne payait que 15 francs pour bénéficier de cette cantine-là.
Non, c'est-à-dire c'était avec la joie qu'on payait ces 15 francs-là pour bénéficier. Sinon, en fait, on manquait du minimum. Et à travers aujourd'hui ces cantines scolaires qui ont été en quelque sorte même plus développées, en fait, le nombre d'écoles qui bénéficiaient de cantines scolaires, ce nombre-là aussi a été augmenté. C'est du social, messieurs les journalistes. Donc, la population doit comprendre que, en réalité, le social du gouvernement est un social plus orienté, c'est un social qui effectivement dont la population bénéficie sans s'en rendre compte, et nous devons encourager ces choses-là. Est-ce que les populations des départements de l'Uémé et du Plateau ont accès à l'eau potable? Oui, accès à l'eau potable, je dirais que ce n'est pas encore ça, disons-nous la vérité. Ce n'est pas encore ça. Vous voyez, quand vous êtes dans les zones urbaines, effectivement, il y a de l'eau potable disponible, mais dans les zones rurales, le problème se pose encore avec acuité. Et là, je sais quand même que non seulement l'eau potable, même l'électricité, en fait, le problème se pose avec acuité dans les zones rurales. Et la seule chose que je vais demander, je sais qu'il y a des projets qui sont là. Nous, au niveau de la commune de Dangbo, nous savons qu'il y a des projets qui sont là. Je n'en veux pour preuve, par exemple, l'électrification de certaines zones rurales. Effectivement, c'est déjà acté. La seule chose que nous demandons, que cela soit une réalité. Dans le secteur de l'eau aussi, par exemple, il y a des régions qui ne bénéficient pas encore de l'eau. Dans la commune de Dangbo, par exemple, nous avons deux grands arrondissements, l'arrondissement de Dequin et l'arrondissement de Kretingwe-Domain, qui n'ont pas encore bénéficié de l'eau potable. Or, ces populations, quand vous voyez l'eau que ces populations boivent, ce n'est pas ça. La seule chose que je vais demander, c'est que le gouvernement, surtout à travers le ministre de l'Énergie et de l'Eau, puisse avoir un regard favorable, non seulement dans ces deux arrondissements dont je viens de parler, mais également dans les autres zones des départements de l'Ouémé et du Plateau, pour que effectivement la joie et la paix puissent régner dans ces... Puisque nous parlons du social, nous savons que le gouvernement a mis en place le projet ARCH pour permettre aux populations d'avoir accès à des services de base. Est-ce que vos populations ont déjà bénéficié de ce service? Bien sûr. Vous savez que ce qui caractérise ce gouvernement, c'est-à-dire que lorsqu'on veut mettre les choses en œuvre, il y a en quelque sorte une organisation. Et cette organisation, surtout dans le domaine du projet ARCH, a consisté à ce que chaque village soit parcouru et qu'on identifie effectivement les personnes pauvres. Et ces personnes pauvres-là ont déjà bénéficié de cette carte qui leur permet d'avoir accès facilement aux services communautaires de base. Et donc, il y a les personnes qui ont ces cartes-là et quand ils ont besoin effectivement d'en faire usage, il suffit seulement de l'exhiber et vous bénéficiez de ces choses-là. Allez, parmi les mesures, on a parlé d'un peu de tout, ces mesures prises par le gouvernement, lesquelles ont montré plus de leur efficacité en matière de lutte contre la pauvreté dans vos départements? Oui, dans le département de l'Ouémé, ces projets qui ont effectivement cet impact sur la pauvreté, nous venons de parler du projet ARCH. Ça, c'est un projet très important. D'accord? Également la dynamisation en fait des projets d'investissement qui touchent surtout les femmes à travers les marchés qui sont en train d'être construits là, c'est un projet qui effectivement participe à la réduction de la pauvreté. Le programme également des cantines scolaires, ça aussi, vous ne pouvez pas imaginer, donner 25 francs à votre enfant qu'il aille à l'école et qu'il bénéficie de repas chauds, ça aussi. Ça, c'est des projets qui méritent d'être acclamés. Voilà. Allez, quels sont les prochains chantiers du gouvernement en matière de social? Là, nous allons atterrir. Il nous reste 2 petites minutes. Oui, donc dans le domaine du social, moi, ce que je pourrais dire, c'est que, en fait, ces actions qui sont faites là, je voudrais effectivement que ces actions-là puissent être
renforcée. Et la seule chose que je pourrais demander, comme nous venons de le faire à travers cette émission, je voudrais que le gouvernement puisse communiquer beaucoup plus sur ça, sur ces choses-là. Bon, mais je pense que désormais, à travers la mise en place des ministres conseillers, désormais qui ont un rôle plus politique, d'accord, je pense que ça va également changer. Donc que la communication politique même du gouvernement puisse effectivement mettre l'accent sur ces choses-là. C'est vrai que nous connaissons bien la spécificité de notre président de la République. C'est un monsieur qui n'aime pas trop parler de lui. Donc, mais en fait, nous avons besoin quand même de communiquer pour que les gens puissent savoir ce que nous sommes en train de faire en termes de gouvernance. Voilà, et vous l'avez si bien fait ce jour. En quelques 60 minutes, Éric Guédénon, sur la question que nous avons faite au premier adjoint au maire de Dangbo, qui est également membre du bureau politique du parti du Cheval Blanc Cabré, le parti Bloc républicain. Absolument. Docteur Bertin Lokosso, vous êtes aussi le premier adjoint au maire de la commune de Dangbo. Nous sommes en train de finir cette émission. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos concitoyens des départements de Lomé et du Plateau? Je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous m'avez donnée de parler des infrastructures et du social, de l'impact même du social dans les départements de Lomé et du Plateau. Je voudrais profiter pour remercier le président de la République et tout son gouvernement, et tous ceux qui travaillent avec lui, et les encourager à pouvoir continuer. Quant à nos concitoyens, je voudrais leur dire que ce qui se fait là mérite d'être soutenu. Et particulièrement par rapport à moi, membre du parti Bloc républicain, je voudrais quand même que la population des départements de Lomé et du Plateau puisse savoir que le Bloc républicain tient une place prépondérante dans la mise en œuvre des projets qui sont réalisés aujourd'hui. Et à cet effet, je voudrais les inviter à soutenir le parti du Cheval Blanc Cabré. Merci. Docteur Bertin Lokosso, premier adjoint au maire de la commune de Dangbo, on vous aura compris à travers vos réponses que le gouvernement du président Patrice Talon, justement à travers le plan d'action du gouvernement, intervient efficacement dans les départements de Plateau et de Lomé, dans les secteurs des infrastructures et du social. Merci pour ce moment d'éclairage, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur Canal 3 Télévision.